Bonjour et bienvenue sur la table ronde du management et du leadership, le podcast de RoboCoach Pro. Nous y parlerons de management, soft skills, ressources humaines, carrière, évolution du monde du travail, mobilisation des collaborateurs et bien sûr, leadership. RoboCoach Pro, ce sont des formations accompagnées, inter- et intra-entreprises, au service de votre évolution personnelle et professionnelle. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire hors série de RoboCoach Pro. Vous en avez l'habitude, nous avons nos webinaires le dernier vendredi du mois à 11h15. Là, nous souhaitions vous proposer un webinaire hors série sur les entretiens annuels et sur ce que le 360 Feedback peut apporter aux entretiens annuels, tant du côté manager, mais on dira aussi deux mots du côté équipe et collaborateur pour avoir les deux angles de vue. Je suis Damien Olenzoio, pour celles et ceux qui nous rejoindraient pour la première fois. Je suis formateur et membre de l'équipe RoboCoach Pro, spécialiste des compétences comportementales et de la formation des RH et du management. Bienvenue sur cet outil Webikeo. Je vais te donner la parole dans 2 secondes, Jean-Claude. Simplement pour vous dire que c'est moi qui vais interagir avec vous dans le chat et que dans ce chat, vous pouvez me poser toutes vos questions au fil de l'eau dans ce qu'on va aborder, mais aussi si vous en avez là tout de suite que vous voulez absolument poser, soit un cas vécu qui vous pose problème, soit une question à laquelle vous souhaitez absolument une réponse, allez-y. Nous les aborderons et si nous n'avons pas le temps parce qu'il y a trop de questions, nous les aborderons de toute façon sur notre page LinkedIn pour y apporter des réponses. Vous avez aussi, juste sous nos caméras, 2 boutons sur lesquels vous pouvez cliquer qui vous permettront de soit nous contacter pour avoir un retour et qu'on puisse échanger avec vous sur éventuellement vous en dire un peu plus, aborder l'une de vos problématiques, et également un autre bouton qui vous permet de télécharger le livre blanc sur le 360 et l'entretien annuel. Je peux vous dire que Jean-Claude l'a préparé aux petits oignons, ce livre blanc, et que il est dense, il est très très intéressant avec beaucoup de contenu et qui va sûrement vous demander un petit peu de temps pour le lire parce que voilà, il y a beaucoup de choses dedans très intéressantes. Jean-Claude, est-ce que tu veux bien te présenter et nous présenter RoboCoach Pro? D'accord. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Claude Grubner. Je suis spécialiste des comportements déterminants en entreprise. Je suis coach et également formateur dans l'équipe, bien entendu. RoboCoach Pro est une méthode qui vise non pas à augmenter les savoirs. Souvent, on se rend compte qu'on savait ce qu'il fallait faire, mais on n'a pas eu l'idée de le faire, ou on n'a pas l'habitude de le faire, on ne sait pas très bien comment le faire. Et la méthode de formation RoboCoach Pro, c'est d'accompagner les personnes tout au long de l'acquisition de nouveaux comportements. C'est vraiment ça notre spécialité, et non pas simplement de savoir qu'il ne faut pas couper la parole aux personnes qui parlent parce que ça les met de mauvaise humeur. Il faut aussi en avoir le réflexe. Et c'est un petit peu ce que cette méthode pédagogique propose. Est-ce que ça te suffit, Damien, pour parler de RoboCoach Pro? Tu veux plus de précision? Non, c'est déjà ça. C'était pour poser un peu le contexte. Il y en a qui nous rejoignent spécialement pour ce hors-série, qui n'ont pas l'habitude de nous suivre tous les mois. Ça leur permet de savoir qui leur parle aujourd'hui. Voilà. Alors, pour venir à ce dont nous allons parler aujourd'hui, effectivement, les comportements sont extrêmement importants parce qu'on ne voit pas toujours les comportements, on ne sait pas toujours les analyser. Finalement, on a parfois des impressions qui ne sont pas toujours justes. Et c'est ce qu'il faut éviter, surtout quand on arrive au moment de l'entretien annuel, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Merci Damien d'avoir parlé du livre blanc. En fait, il se veut être un guide pour vraiment aider les managers à préparer, mais également les collaborateurs, vous le verrez pour ceux qui vont le télécharger. C'est aussi les collaborateurs qui peuvent savoir comment on se prépare à un entretien, qu'est-ce qu'on a un avantage à faire, à ne pas faire, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce guide si le cœur vous en dit. En fait, les entretiens, en général, se passent plutôt bien, mais parfois non. Mais d'une manière générale, c'est une rencontre dont on peut tirer vraiment énormément de choses. C'est pas simplement un devoir, c'est pas simplement une obligation ou un rituel.
c'est aussi une occasion formidable. Et ce que nous voulons essayer de vous apporter aujourd'hui, c'est justement l'art et la manière de considérer cet événement comme une occasion de faire avancer les choses, de faire grandir la qualité de la relation. Vous le savez sans doute, ce qui compte le plus, quelle que soit l'occupation de chacun d'entre nous ou de chacune, ce qui compte le plus, c'est la qualité de nos relations avec les autres. Quand on travaille en équipe, quand on travaille dans une entreprise, dans un groupe, dans une organisation, quelle qu'elle soit, la qualité des relations que nous entretenons avec les autres est extrêmement impactante dans la qualité de ce que nous produisons. Plus on a des bonnes relations avec les autres, plus on a des ressources. Et plus on a des ressources, plus on est capable de bien faire. Donc c'est un peu ce qu'on va voir pendant ce webinaire. Oui, ça me fait penser à la phrase qu'on a tous lue ou entendue, c'est on ne quitte pas un travail, on quitte une ambiance au travail ou on quitte un manager, mais on ne quitte pas un travail. Et donc c'est vrai que l'entretien annuel, entre autres, mais l'entretien annuel particulièrement, est un levier très très intéressant parce que finalement c'est l'un des rares moments où on a le temps, la possibilité d'avoir un espace d'échange privilégié, d'avoir un espace d'échange à froid qui n'est pas lié à une situation, donc qui va pas être un feedback lié à une réussite ou à un recadrage ou à une problématique rencontrée, mais qui va être voilà, un temps d'échange plus neutre au départ, dont on peut se servir et à la fois qu'on a la possibilité. Enfin, moi, j'y vois tout de suite l'impact sur la qualité de vie des équipes, le fait de fédérer, de fidéliser les talents qu'on a dans les équipes, de leur permettre aussi de se sentir écoutés, de trouver ou de pouvoir co-construire, coopter la place qu'ils veulent prendre, les responsabilités qu'ils veulent prendre. Je pense tout de suite à ces côtés positifs là, mais j'imagine qu'il y a aussi le revers de la médaille où parfois, quand ça se passe pas bien, c'est aussi une situation qui peut devenir un terrain glissant ou une situation à risque, justement de perdre l'adhésion de certains talents, voire des fois par aussi, ce que je dis là est sans jugement, mais aussi peut-être des fois parce qu'en tant que manager, on a peut-être l'optique d'être le porteur de réponse ou d'être celui qui va parler le plus et bien de parfois décevoir la personne en face dans le sens où finalement elle n'a pas pu se sentir entendue ou écoutée, quoi. Tout à fait, Damien. Alors, si vous voulez bien, je vais vous parler un petit peu des raisons pour lesquelles un entretien pourrait mal se passer. La première, c'est que on n'a pas toujours, dans le feu de l'action, le temps de le préparer comme il faut. Pour le manager, il n'a pas eu le temps peut-être de collecter les exemples de ce qui s'est passé, de ce dont il voudrait discuter. Pour le collaborateur, lui, il n'a peut-être pas réfléchi non plus vraiment à ses réalisations, à ce qu'il aurait pu faire mieux, aux défis qu'il a rencontrés, aux difficultés, etc. Il n'a peut-être pas non plus vraiment pensé à ses opportunités de croissance, comment sa carrière peut se développer, etc. La deuxième chose, c'est une communication inefficace. Quand on parle de communication inefficace, on veut dire évidemment le ton critique, quand on s'arrête à des détails qui font que on va pas montrer d'empathie parce qu'on n'a pas très envie d'accompagner l'autre dans la difficulté. Pas d'écoute, bien entendu, l'écoute, sachez que toujours, vous savez qu'on a fait un webinaire il n'y a pas si longtemps sur l'écoute active. L'écoute est un outil extraordinaire et donc évidemment se préparer à écouter, c'est une bonne idée pour les deux d'ailleurs, collaborateurs autant que managers. Il y a aussi ensuite la subjectivité, le biais. Par exemple, quand on voit quelqu'un se comporter d'une certaine manière, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un jugement instantané qui fait qu'on va avoir une impression négative ou positive. Si elle est négative, cette subjectivité peut impacter de façon dommageable l'entretien parce qu'on va être biaisé un petit peu par cette impression qu'on a de la personne. Là aussi, c'est pourquoi il est important d'analyser les comportements et d'en tirer vraiment la véritable quintessence de façon à ne pas commettre ce genre d'erreur. Pour le collaborateur, c'est de se concentrer sur les aspects négatifs ou positifs sans accepter un feedback équilibré. Eh bien, ce genre d'attitude peut entraver son développement
dans l'entreprise. Un manque d'objectifs clairs aussi. Les objectifs, ça se prépare, encore une fois. Des fois, ils sont clairs, mais trop simples. L'objectif du genre doubler son chiffre d'affaires n'est pas suffisant. Il faut y ajouter quelques éléments qui permettent d'enrichir un petit peu l'objectif. Également, c'est un moment un peu émotif parfois parce qu'on a des attentes d'un côté et de l'autre et qu'on va les exprimer d'une manière pas toujours très efficace. Les attentes telles qu'elles ne sont pas légitimes, il faut encore les transformer en demandes pour qu'elles deviennent légitimes et qu'on puisse en débattre tranquillement. Donc, évidemment, quand on a un objectif et qu'il n'est pas satisfait, on risque de réagir émotionnellement plutôt que tranquillement. Et les défis soulevés peuvent créer des tensions à partir de ce moment-là. D'accord ? Quant au collaborateur, celui qui prend les critiques de son manager du mauvais côté, qui ne les voit pas comme étant constructives, mais simplement être des critiques. Je tiens d'ailleurs à vous dire à ce moment-là qu'une critique, elle est toujours acceptable lorsqu'elle est constructive. Et qu'est-ce qui la rend constructive ? Par exemple, c'est de ne pas parler de la personne. Par exemple, on vous livre quelque chose, une demande que vous aviez faite, on vous livre le dossier, et là, vous dites « mais t'es nul, c'est pas du tout ce que je t'avais demandé ». Évidemment, ce n'est pas ce qu'on appelle une critique constructive. La critique constructive, c'est de rester factuel. D'accord ? Donc, toujours factuel. Ça aussi, ça fait partie de la préparation du manager et du collaborateur. Rester factuel. C'est vraiment un entretien dans lequel plus on est factuel, moins on risque de dévier ou de tomber sur des critiques personnelles. Voilà. En fait, ce qu'on recherche dans l'entretien, ce sont des opportunités d'amélioration. Et évidemment, il ne faudrait mieux pas les manquer, ces opportunités. Et puis enfin, un entretien doit avoir un débouché derrière. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que l'entretien doit rester présent. Ce qu'on en aura tiré, ce qu'on aura décidé pendant l'entretien doit continuer d'exister. Ravi de te revoir. Oui. J'ai eu un petit souci de connexion, visiblement. Mais... Donc, je disais qu'il faut aussi avoir un suivi derrière l'entretien. Il faut, pour le manager, s'il y a des objectifs qui sont fixés et des progrès attendus, eh bien, ce serait quand même très bien de les suivre, c'est-à-dire de valider en permanence et de faire remarquer, de donner à ce moment-là un feedback positif. J'ai vu que sur ce point que nous avions discuté tous les deux, tu as progressé et franchement, je voulais te dire que c'est super, continue comme ça et voilà ce que ça va pouvoir donner avec le temps, etc. Pour le collaborateur, pardon. Ce que j'entends dans ce que tu dis, j'entends deux choses sur lesquelles j'aimerais bien que tu précises. C'est déjà côté préparation, ça sous-entend d'avoir un vrai temps de prise de recul et de préparation de cet entretien côté manager. Oui. Et de ne pas simplement se dire, bon, c'est bon, j'ai en tête un peu le feedback que je veux faire, je sais comment l'année s'est passée, lui, c'est un élément qui fonctionne plutôt bien, voilà, on va échanger, on va prendre le temps. Ça demande d'avoir une vraie feuille de route, en fait, de cet entretien. Tout à fait. Et l'autre chose que j'entends, et là, ça me fait penser du coup au 360, c'est que quand tu parles de critique factuelle, parce que tu ne me voyais plus, tu ne m'entendais plus, mais moi je te voyais, je t'entendais. C'est que quand je t'entends parler de critique sur du factuel, effectivement, c'est toujours fondamental. Juger un travail, c'est une chose, juger un être humain, c'est complètement vécu différemment et c'est complètement autre chose. Oui. Et du coup, là, en ça, le 360 aide énormément parce que finalement, il nous permet d'aller porter un regard d'amélioration ou de satisfaction sur tout un tas d'éléments tangibles, factuels, observables, voilà, et non pas sur une sorte de grand sac dans lequel on mettrait tout ce qu'a fait la personne dans l'année, quoi. Oui, et notamment l'analyse des comportements, c'est un métier, j'ai envie de dire, et donc quand on se contente de dire, lui, il n'est pas très impliqué ou il ne fait pas beaucoup d'efforts pour être à l'heure, etc., toutes ces choses-là sont des irritants et plus on les additionne, plus on a une vue tronquée de la personne dont on parle. Alors, pour revenir à ce sur quoi tu voulais attirer mon attention, c'est
on va parler de comment on prépare l'entretien, comment on se prépare à l'entretien. Et ça, c'est valable pour les deux participants, c'est-à-dire le manager et le collaborateur ou la collaboratrice, ou la manager d'ailleurs aussi. La première chose, c'est qu'il faut se mettre dans un état d'esprit, et j'ai envie de vous dire, parlons d'état interne. J'imagine que vous savez ce qu'on veut dire par état interne, c'est-à-dire comment je me sens avant l'entretien par rapport à cette personne que je vais recevoir, ou comment est-ce que je me sens par rapport aux choses que j'ai à lui dire, voilà. Et de quoi faut-il que je me préoccupe avant d'aborder l'entretien? La première chose, j'ai envie de vous dire, vous allez me dire que j'ai une marotte avec ça, mais c'est l'écoute active. Préparez-vous à écouter. Et si possible, non pas écouter pour répondre, mais écouter pour comprendre. D'accord ? Comprendre le contexte, comprendre les préoccupations de la personne, ses aspirations, c'est important. Donc, un petit peu d'écoute et d'empathie. Empathie, c'est-à-dire être capable de comprendre la vision de l'autre et de comprendre ses besoins. Ensuite, il faut se dire que je vais être assertif ou assertive pendant cette réunion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais être capable de dire ce que j'ai à dire, mais sans agressivité, sans reproche, sans parler de la personne, sans faire des reproches ni au comportement, ni à la personne elle-même, bien entendu. Ensuite, il faut que je me montre dans une certaine ouverture et une certaine impartialité. En fait, c'est vraiment un entretien dans lequel on doit profiter pour se connaître mieux, se comprendre mieux, parce que quand on se connaît et qu'on se comprend, on travaille bien mieux ensemble. Et rappelez-vous que c'est quand même l'objectif. D'accord ? Ensuite, je me prépare à être aussi organisé dans mon entretien. J'arrive avec des données, des résultats, des exemples concrets. J'ai un plan pour la discussion. Je ne parle pas comme ça, ad lib, tiens, comment ça va aujourd'hui? Non, je suis préparé là-dessus. D'accord? Plus vous êtes préparé, plus l'entretien est facile. Être aussi positif et encourageant pour les deux. Des fois, les managers, ça leur fait aussi plaisir d'être encouragés. Et quand on leur dit, voilà, j'ai compris là où j'étais un petit peu défaillant et j'ai commencé à travailler dessus parce que je pense que ça va être bon pour l'équipe, etc. D'accord ? Soyez positifs des deux côtés, quelle que soit votre place. Et souvent, d'ailleurs, les managers sont aussi les collaborateurs de leur propre manager. Donc, vous voyez que c'est important de rester dans cette espèce d'état d'esprit valable pour les deux. Ensuite, c'est bien d'avoir toujours des ressources, des solutions, d'arriver non pas à se plaindre, mais plutôt à identifier les problèmes à résoudre, les difficultés, les défis à relever, et puis d'avoir peut-être des propositions à faire, d'accord ? Donc, mais toujours dans un esprit d'échange et d'écoute. C'est extrêmement important. Que vous soyez collaborateur ou manager, collaboratrice ou managereux, je ne sais pas si ça se dit, il faut bien sûr avoir préparé votre état d'esprit de façon approfondie pour éviter de vous laisser emporter, pour éviter de dévier. D'accord ? Voilà. Alors, ça me fait penser à… Il y a deux choses que ça me donne envie d'ajouter par rapport à ce que tu dis. Et puis après, je te remonte une question de Justin. C'est alors, garder en tête que souvent, dans cet esprit d'écouter pour comprendre, comment je vais dire ça, il y a deux outils qui vous seront fondamentaux et qui sont un peu vos deux outils à tout bien faire. C'est parler après, parler en second. Alors, ne posez pas une question trop sèche du style… il y a des questions où parfois, par gêne ou quoi, on va être maladroit dans la question. On va demander, bon, avant de démarrer cet entretien, je voudrais déjà savoir comment toi, tu te situes par rapport à cette année. Ça fait question piège à tous les coups. C'est glaçant, c'est voilà. Mais par exemple, partez d'une situation concrète. Du coup, tu sais, il y a un mois, quand il y a eu ce projet-là, ou voilà… Comment tu t'es senti dedans? Comment est-ce que tu as eu l'air de… Partez sur du positif, partez sur une question concrète et en fait, faites confiance au fait que votre interlocuteur, de ce petit bout d'info, parce qu'il y a de la confiance, parce que vous instaurez une écoute, il va vous en dire plus et il va lui-même élargir à l'année parce qu'il sait pourquoi il est venu là. Il ne va pas vous parler de ce projet-là pendant 1 heure. Et puis, vous allez pouvoir, par des questions, réorienter. Et ça fait le lien avec le deuxième outil auquel je pensais, c'est votre autre outil à tout bien faire, c'est
poser des questions, même si elles sont rhétoriques, même si par exemple, plutôt que de dire là-dessus je te rejoins pas, vous dites oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire, oui. Après, je me demande si, voilà, vos questions vont beaucoup plus inviter l'autre à se livrer. Donc, gardez ça en tête, c'est vraiment des fluidificateurs d'échange pour permettre à l'autre de se sentir écouté. Et donc, la question que nous pose Justin, justement, sur la trame dont tu parles, c'est est-ce que cette trame doit être transmise en amont aux salariés? Alors, vous trouverez dans le livre blanc, j'adore cette question parce que, effectivement, c'est intéressant de se placer dans la situation de l'échange. Alors, et pourquoi pas transmettre. Le livre blanc vous propose la petite checklist à la fois pour le manager et pour le collaborateur. Vous pouvez, par exemple, en tant que collaborateur, en tant que manager, lui transmettre la partie collaborateur et lui dire voilà les choses que peut-être tu pourrais préparer avant de venir. On y parle d'état d'esprit, on y parle aussi des choses qu'il faut avoir en main et non pas bricoler sur place. Donc, j'espère que ça répond à la question. On peut aller évidemment beaucoup plus loin que ça, c'est vrai. On peut carrément en parler avant et avoir une petite réunion de 3 minutes pour dire voilà ce que j'attends de toi lors de l'entretien. C'est pas une mauvaise chose. C'est un peu comme une passerelle de communication. On sait qu'on va parler ensemble et on sait qu'on est préparé sur le même type d'entretien. Donc, en effet, ça peut être aussi une solution. J'espère que ça répond à la question de Julien. De Justin. Justin, pardon. Justin, si ça ne répond pas complètement à votre question, n'hésitez pas à préciser ou à poser une question complémentaire. Voilà, c'est toujours très intéressant. Ça me fait venir un élément, c'est garder toujours en tête que votre interlocuteur en face, ça vient dans l'esprit de ce que tu disais là, et donc être dans l'échange. Peut-être que des fois, ça va dépendre de votre entretien, ça dépend de qui vous avez en face, ça dépend peut-être aussi de la culture d'entreprise dans laquelle vous êtes. Mais gardez en tête que, effectivement, des fois, transmettre la trame peut être une façon d'impliquer et de montrer qu'on fait un pas pour être transparent et pour l'échange. Et gardez en tête que quand vous avez devant vous quelqu'un d'une équipe, un salarié, un collaborateur, cette personne-là, elle capte ce que vous dites verbalement, mais elle est sans arrêt dans la supposition de quelle est votre intention, qu'est-ce que vous pensez réellement, quelle est votre stratégie. Tout ce que vous ne dites pas, tout ce qui pour vous des fois est tout simple et il n'y a pas du tout anguille sous roche ni rien, mais pour la personne en face, ces suppositions-là, comme on le fait tous d'ailleurs quand on a un entretien, sont source de fragilité et donc peuvent être des gênes à cet échange. Donc plus vous allez informer, communiquer, transmettre de la transparence, plus vous allez créer cet espace de confiance qui va favoriser un échange et du coup une sortie par le haut pour les deux parties de cet entretien-là. Oui. Je voudrais revenir un peu, si tu permets, sur l'intérêt du 360 dans cette chose-là. Normalement, un 360, c'est quelque chose qui coûte cher, qui coûte très cher. Nous avons conçu un 360 qui fonctionne depuis pas mal d'années maintenant et qui est utilisé par beaucoup d'entreprises de toute taille. Il se limite au comportement des gens, d'accord ? Le problème du manager, c'est qu'il a son impression personnelle. Il n'est pas toujours bien placé pour voir ce que fait effectivement son collaborateur ou sa collaboratrice et il va avoir un jugement. Et c'est ce jugement qu'il va avoir qui peut être le plus dommageable, c'est ce qui peut créer la plus grande catastrophe, c'est que s'il se trompe, s'il est injuste, sans le vouloir, simplement parce que son analyse est un peu sommaire et un petit peu, comment dirais-je, idéaliste, dans quelque sorte, c'est un petit peu sur nos propres visions des choses. Le matin, il devrait d'abord me dire bonjour avant d'aller voir les autres, et s'il ne fait pas ça, du coup, il se comporte pas bien. Donc là, on est sur des comportements objectifs, encore une fois déterminants, vraiment, il crée une différence, il crée un avantage ou un inconvénient dans l'entreprise. Et lorsque le manager dispose d'une véritable vision sur les comportements en question, il est beaucoup plus à l'aise d'en parler parce que ça n'est pas son objectif, sa vision personnelle. Vous voyez, par exemple, dire à quelqu'un
tu devrais quand même travailler ta communication. Je trouve que tu communiques très mal. Et on s'aperçoit en faisant un 360 qu'il est le seul à penser ça, en fin de compte. Ouais. Les gens autour sont tout à fait satisfaits de sa communication. Donc, pour rester objectif, ce qui est, d'une manière générale, ce qui est attendu d'un entretien, d'accord, et non pas avoir une opinion personnelle sur ce que la personne devrait faire. Par exemple, tu ferais mieux de gérer tes priorités. Ça peut être vrai, ça peut ne pas l'être, et donc, effectivement, avoir une garantie à ce niveau-là, c'est très important. C'est pourquoi nous avons fabriqué cet outil. Il a assez d'expérience sur le marché aujourd'hui pour qu'on puisse se dire qu'il est vraiment valable et il rend véritablement des services. Et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous le verrez si vous entrez dans cette démarche et si vous analysez la possibilité de l'utiliser, vous verrez à quel point il est accessible et utile. Ouais, c'est vraiment super important. Je rebondis dessus parce que, comme tu le sais, avec RoboCoach Pro, j'en débriefe aussi beaucoup des 360. Et c'est vrai qu'il est quasi systématiquement, oui, même systématiquement, moi, je n'ai pas d'expérience contraire à ça, vécu, quel que soit le feedback, de façon positive et constructive par la personne qui le fait. Oui. Parce qu'il amène vraiment des pistes factuelles, etc. Parce qu'il offre aussi, voilà, comme tu disais, il va pondérer mon avis ou mon biais éventuel avec le retour de tout le monde, en fait, le retour du collectif, de l'équipe, des personnes éventuellement extérieures, clients, fournisseurs, etc. Et également aussi parce que très souvent, d'ailleurs, souvent à la demande de celui qui le fait, parfois aussi à la demande du manager ou du N+1, quelle que soit sa fonction, il entre après, justement. Souvent, on nous demande ça d'ailleurs. Est-ce qu'on peut l'utiliser après dans l'entretien annuel ou voilà. Donc, oui, là-dessus, c'est un outil qui… en fait, tu vois, je suis d'accord avec ce que tu disais et j'ajouterais aussi, c'est un outil qui vous enlève énormément d'obstacles que vous pourriez rencontrer. Voilà. Parce que dans sa structuration, il vous dame la piste, en fait. Je vais dire ça comme ça. Il y a Isabelle qui pose une question. Oui, vas-y, pardon, vas-y. Ah, je t'entends plus, Jean-Claude. En effet, c'est important ce que tu viens de dire, damer la piste. J'aime bien cette image parce que au fond, nous ne sommes pas toujours très conscients de nos comportements et nous ne sommes pas toujours capables d'analyser avec justesse le comportement des autres. Et donc, quand les deux arrivent avec une véritable connaissance à ce niveau-là, ils savent, le collaborateur ou la collaboratrice sait que voilà une carence, voilà un manque, voilà au contraire un avantage, parce que le 360 n'est pas là pour démolir les gens, il est aussi là pour dire attention, cette personne a un talent caché, tu ne l'utilises pas, tu as tort. Oui. Elle a une capacité d'organisation, elle a une capacité de communication et tu ne t'en sers pas. C'est dommage, tu vois. Donc, il y a ce côté, les deux arrivent dans un état d'esprit assez tranquille parce que ça ne devient pas une lutte personnelle. Si par exemple, Damien, je te disais, je ne sais pas, je te faisais une remarque sur ta façon de parler aux gens autour de toi et que je me trompe, tu vas te défendre. Et le fait de te défendre, je peux l'analyser comme un non, comment dirais-je, une mauvaise intention, comme quelque chose qui fait que tu ne veux pas admettre parce que ça ne t'arrange pas. Et donc, au lieu de parler de choses intelligentes et de construire quelque chose, on va se chamailler pendant 1 heure sur cet aspect-là des choses. Donc, c'est vraiment extrêmement important d'envisager, d'utiliser des choses beaucoup plus tangibles. Et croyez-moi, beaucoup le font. C'est un effort, mais c'est très payant. Oui. Donc, rappelez-vous que l'entretien annuel, c'est pas une occasion de s'engueuler, c'est une occasion, au contraire, de construire ensemble. Voilà. Donc, il y a Isabelle qui pose une question très intéressante. Elle dit « Que préconisez-vous lorsque le collaborateur arrive extrêmement fermé à l'entretien, qu'il vient par obligation ?» Alors, il y a certainement des raisons à cela, et on ne va pas trop rentrer dans ce sujet, mais c'est très, très intéressant. Je crois que d'ailleurs, Isabelle,
Cette situation doit se présenter assez souvent dans beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises, donc elle a beaucoup d'intérêt. Effectivement, quand on a le sentiment que notre manager se trompe sur nous, par exemple, c'est un exemple, c'est pas la seule possibilité, mais quand on a l'impression qu'il se trompe sur nous, on a l'impression qu'il n'y a rien à lui dire parce que de toute façon, il ne nous écoutera pas. Voilà un bon moyen d'arriver de reculons dans l'entretien. D'accord ? C'est pourquoi on parlait tout à l'heure peut-être d'avoir un petit entretien préliminaire de 2 minutes juste pour dire on va se voir. Et l'objet de cette rencontre, c'est de travailler ensemble sur comment on pourrait améliorer à la fois ton bien-être au travail, hein, ta qualité de vie au travail, mais aussi en même temps ta performance. Comment est-ce qu'on peut le faire sans tout changer et en essayant d'exploiter ce que nous avons. Pour pouvoir faire ça, pour pouvoir avoir ce genre de conversation, il faut savoir de quoi on parle avec précision et ne pas se tromper. C'est pour ça que, justement, avoir des réponses sur ce que le salarié vit, sur la manière dont il gère sa vie, ses problèmes, dans la gestion du temps, dans la qualité de la relation aux autres, est-ce qu'il a des relations constructives avec ses collègues. La relation constructive, c'est ce que nous allons voir à la fin du mois, dans notre prochain webinaire la semaine prochaine. C'est extrêmement important. Qu'est-ce que c'est qu'une relation constructive ? C'est une relation à partir de laquelle on peut bâtir des choses. Et non pas une relation à partir de laquelle on passe du temps à se reprocher les uns et les autres. Lui ne m'écoute pas, oui d'accord, mais elle ne dit jamais rien, etc. Donc, petit à petit, découvrir ce qu'on fait et apprendre à vivre avec, ou éventuellement apprendre à modifier ce qu'on fait pour améliorer à la fois, encore une fois, sa qualité de vie et son rendement personnel. Vous savez, je crois qu'on est beaucoup plus heureux au travail quand on a le sentiment d'être vraiment utile et de faire bien ce qu'on attend de nous. Et donc, c'est important de savoir où on peut s'améliorer, comment on peut s'améliorer, etc. Ouais, vas-y, pardon, je ne vais pas te couper. Ouais, j'allais ajouter par rapport à la question d'Isabelle qui est très intéressante. Déjà, il y a des choses toutes bêtes dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire déjà un sourire, accueillir la personne. Par exemple, quand moi, ça m'arrive en formation ou même en consulting ou en audit d'avoir quelqu'un en face qui est tendu, qui est là par obligation, j'essaie. En fait, on peut travailler que sur soi. Donc, mon premier réflexe, c'est de moi rester ouvert, de ne pas le prendre personnellement et de montrer mon étonnement à la personne en la questionnant, en m'intéressant à ce qu'elle vit. Donc, par exemple, je vais réagir en disant, par exemple, quelqu'un qui me dirait dans un tour de table de début de formation, je suis là parce que mon N+1 m'a demandé d'être là, mais moi, cette formation, je ne suis pas sûr qu'elle puisse m'apprendre grand-chose, mettons. C'est rare, mais ça peut arriver. Ma réaction, ça va être « Ah bon, ça, c'est intéressant, dites-moi pourquoi. » Et la personne, tout de suite, elle sent qu'en disant ça, elle ne me blesse pas et qu'elle est légitime, elle a le droit de le ressentir comme ça. Donc déjà, ça ne me met pas en opposition à elle. Et comme on le disait tout à l'heure, le questionnement, le fait de poser des questions, en fait, ça donne la parole à l'autre et ça lui montre qu'on est prêt à l'entendre dans son vécu. Donc déjà, ça décristallise beaucoup de la tension avec laquelle l'autre a pu arriver. Ensuite, il y a autre chose. Moi, il y a un outil que j'adore dans la communication interpersonnelle et qui rentre là dans le cadre d'un entretien. Alors, le nom n'est pas de moi. C'est un outil que moi, j'ai imaginé au fil du temps, mais il a été nommé comme ça dans une formation en rigolant par une cadre de santé que j'ai eue en formation un jour. Elle a appelé ça le tabouret de la communication. Pourquoi ? Parce que c'est 3 critères à maîtriser quand on veut communiquer sur un sujet et 3 critères donc c'est stable sur ces 3 critères, comme les 3 pieds d'un tabouret. Voilà pourquoi elle a eu l'idée de l'appeler comme ça. Et donc, dans ces 3 critères, il y a le bon lieu pour échanger. Donc, souvent, on parle d'un lieu qui va être contenant, clos, où on se sente dans une intimité. Et donc, déjà là, par exemple, si c'est quelqu'un qui arrive sur la défensive, peut-être qu'on va choisir un lieu un peu plus informel, plus en confiance, pas chacun d'un côté d'un bureau. Alors que si c'est quelqu'un avec qui je veux que ce soit carré, cadrant, etc., je vais choisir un autre lieu. Il y a le bon moment. Donc peut-être que si la personne c'est ponctuel et que là elle a vécu une grosse tension, elle a vécu quelque chose, ça vaut le coup de voir si on reporte, si on délaye, ou ne serait-ce que de lui poser la question pour lui montrer que je porte attention au fait que est-ce que pour elle c'est le bon moment pour qu'on échange là-dessus.
Et puis, il y a le bon groupe de personnes. Et donc là, ça va demander parfois, alors là, dans le cas d'un entretien duel, c'est peut-être un critère qui est d'office cadré, mais parfois, ça va me demander qu'il y ait un médiateur. Parfois, ça va me demander que ce ne soit pas moi l'interlocuteur parce que j'ai trop de parti pris avec cette personne-là, etc., etc. Mais en mettant tout ça en place, dans la plupart des cas, on arrive quand même à permettre à l'autre, pas forcément de réinstaller une fluidité dans l'échange en fonction du passif, mais à minima, de lui montrer qu'on a le souci de lui permettre de s'exprimer. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans un échange. Excellent. On parlait d'une passerelle de communication. Eh bien, il y a aussi, quand on arrive de l'autre côté de la passerelle, un tabouret. Et donc, pour se reposer d'avoir franchi la passerelle, mais aussi pour stabiliser la communication. J'aime beaucoup cet apport que tu nous fais parce que, effectivement, il faut asseoir la communication sur quelque chose de solide pour les deux. Et donc, tout ce qui vient et qui est subjectif, vous voyez, par exemple, les gens aiment bien, les salariés ou peu importe qui, ils se sentent plus impliqués et valorisés lorsqu'ils voient que les feedbacks, que l'image qu'on lui reproche ou que l'on le complimente d'avoir, sont basés sur sur différentes sources. D'accord ? Si le manager pense quelque chose de son collaborateur, ou inversement, le collaborateur ou la collaboratrice pense quelque chose du management, de l'attitude du manager, eh bien, c'est son opinion. Oui. Et une opinion ne suffit pas, mais lorsque, par exemple, on a consulté 5, 10, 15, 25 personnes autour de soi pour savoir si effectivement notre communication est défaillante, et le retour va venir d'une façon beaucoup plus objective, parce qu'il ne s'agit pas du point de vue d'une personne. Oui. D'accord ? Et donc, à partir de là, si moi, je m'aperçois que tout le monde autour de moi pense que ma communication est défaillante, je vais commencer à me préoccuper de cette question vraiment et chercher à savoir comment je peux améliorer ça, parce que je n'ai pas envie de mal communiquer. Sachez que, quoi que vous fassiez, encore une fois, ce que vous avez réussi est toujours le résultat d'une bonne communication, dans 90% des cas. Et ce que vous n'avez pas réussi, c'est la même chose. C'est dans 90% des cas parce que vous avez mal communiqué. Et mal ne veut pas dire, la notion de bien et mal dans le coaching, ça n'existe pas, d'accord ? Il y a utile et pas utile. Il y a des fois où on n'a pas communiqué de façon utile, ça aurait mérité un petit peu plus de préparation, un peu plus d'objectivité aussi. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on a plusieurs sources pour alimenter l'image de quelqu'un, eh bien, on a beaucoup plus de chances de trouver quelque chose d'objectif et qui est vraiment proche de ce que l'on peut accepter. Parce que lorsque le manager dit quelque chose à son collaborateur et que le collaborateur n'est pas d'accord, on est dans un blocage. Mais lorsqu'il lui dit, écoute, ce n'est pas ce que je pense, tu vois, tu as fait toi-même ton 360 et tu as vu toi-même que les retours ont tendance à penser ça. Donc peut-être qu'il y a effectivement quelque chose d'objectif là-dedans qu'on pourrait essayer de travailler ensemble. Dis-moi comment je pourrais t'aider. Donc vraiment, il s'agit d'être objectif et non pas personnel. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de ne pas prendre les choses personnellement. C'est évidemment très très important parce que dès l'instant où on les prend personnellement, on a le sentiment qu'il faut se défendre. Ce qui est une erreur. On a le droit de ne pas être compétent en tout, on a le droit d'être timide. On sait que les gens timides ne communiquent pas de la même manière que les gens extravertis. Donc, on a le droit d'être qui on est, d'accord ? Et ce que nous ressentons, tu parlais tout à l'heure de ressenti, c'est toujours légitime. Il n'y a pas à discuter de ce que vous ressentez, ni vous-même, d'ailleurs, avec vous-même, vous ne pouvez discuter de ce que vous ressentez. C'est ça que vous ressentez et c'est légitime. En revanche, derrière, qu'est-ce qu'on fait pour changer ce ressenti, pour faire évoluer ce ressenti ? Ça peut être d'ailleurs simplement de l'accepter, de dire bon, c'est comme ça, ou alors d'essayer de travailler dessus pour le faire évoluer. Et quand on a un 360 qu'on a vu avec son manager, tout le monde a le même résultat. Il n'y a plus de mauvaise langue, il n'y a plus de parti pris,
il n'y a plus de favoritisme, toutes ces choses-là qui ennuient tout le monde, hein, ça nous ennuyait déjà à l'école, quand la maîtresse avait un chouchou, par exemple. Vous voyez, ce genre de petits détails ne peut plus exister quand on cherche à savoir d'une manière équitable ce qui se passe vraiment et comment on peut l'exploiter. Donc, voilà. Il y a une dernière question. On l'aborde en 1 minute et après on passe au récap et aux infos qu'on veut vous donner en cette fin de webinaire. Il y a une dernière question de Hervé. Alors, tu me dis, hein, si tu penses que ça amène une réponse très longue, on en fait carrément un article qu'on met sur LinkedIn et que Hervé, vous pourrez retrouver. Hervé demande comment gérer les demandes d'augmentation, qui doit aborder le sujet et comment. Alors, c'est la question clé de l'entretien d'évaluation parce que, bien entendu, si vous faites un feedback positif, vous savez bien que si vous me dites, par exemple, Jean-Claude, tu as travaillé formidablement bien, etc., je dis peut-être qu'à un moment donné, je mérite quelque chose qui vienne soutenir ces compliments qui, sinon, ne resteraient que du vent. Donc, effectivement, il y a la question de l'augmentation tous les ans, qui est une question tout à fait légitime, que tout le monde a. Hein. Le manager a probablement lui aussi cette question-là avec son management à lui. Donc, c'est une question extrêmement importante. Et on sait tous que l'argent ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval ou ne pousse pas dans les arbres. Et donc, l'argent, c'est un moment extraordinaire pour le gérer parce que c'est très difficile. Souvent, on ne dispose pas d'une enveloppe suffisante pour rendre justice à tout le monde. Donc là aussi, il doit y avoir quelque chose d'équitable. Et j'ai envie de vous dire que ce qui rend les choses équitables, c'est lorsque on donne une réponse finalement légitimée. Par exemple, j'ai remarqué que cette année, ce qui t'a handicapé, c'est ton organisation personnelle. Tu sembles ne pas être très habile dans tes choix de priorité, ou ne pas les suivre, on dirait que tu te laisses perturber un petit peu. Je pense qu'il faut que tu renforces Ça ne change rien à la valeur de ce que tu as fait, ça ne change rien à ta performance, ça ne change rien au fait que tu es une personne impliquée et que nous t'apprécions beaucoup, mais ça justifie peut-être alors de dire, peut-être que l'augmentation sera supérieure l'année prochaine parce que tu auras travaillé ce point, par exemple, si c'est important. D'accord ? Encore une fois, j'ai l'air de toujours ramener ça au 360, mais je ne le ramène pas au 360, je le ramène plutôt à l'idée qu'il faut avoir une vraie connaissance de la personne qu'on a en face de soi pour décider de ce qu'on doit faire ou non. D'accord ? Il y a des éléments tangibles qui vont vous dire, d'un côté, il y a un mérite certain, de l'autre, il y a quelque chose qui n'a pas évolué. Et donc, ça ne mérite pas encore exactement ce que la personne souhaite, parce qu'il y a ça à faire bouger. D'accord ? L'argent est toujours un très, très mauvais problème dans ce genre de conversation, parce que, d'une part, si c'est négatif et qu'on dit, non, l'augmentation ne sera pas ce que tu espérais, il faut vraiment le justifier, parce que c'est comme si on disait à quelqu'un, tu n'es pas valable, tu ne vaux pas ce que tu demandes. Et c'est évidemment extrêmement difficile de dire ça à quelqu'un, parce que c'est forcément injuste. D'accord ? Là encore, j'ai envie de dire, si ça doit être négatif, il vaut mieux le baser sur quelque chose d'extrêmement factuel dans le vécu de la personne. Et si c'est positif, on sait tous que si vous donnez une réponse positive, la joie ressentie ne va pas durer très longtemps parce que quand on a une augmentation quelle qu'elle soit, on l'intègre très vite dans son train de vie. Donc, ça n'est plus vraiment un facteur très déterminant. Il y a des études très sérieuses qui expliquent que l'argent n'est pas aussi déterminant qu'on pourrait le penser. Évidemment, il l'est, mais pas à ce point-là. Ça ne suffit pas pour faire avancer quelqu'un. Parce que derrière, si l'ambiance au travail ne lui plaît pas, si les outils dont il dispose ne sont pas suffisants, si la collaboration avec les autres est insuffisante, eh bien, rien ne lui rendra sa joie de travailler ou ne la rendra suffisante. D'accord ? C'est toujours un ensemble de choses. Mettre l'accent sur l'aspect de l'argent, des deux côtés, le collaborateur, la collaboratrice et la personne qui est en face et qui a le pouvoir de dire oui ou non, doivent avoir une conversation la plus objective possible, la plus calme, mais surtout la plus motivée au sens, il y a de véritables motifs à la position que je prends et ils sont objectifs. Tiens, regarde,
voilà les retours que tu as eus. Oui, en fait, c'est ça. Moi, je rejoins ce que tu dis là. Et après, on passe au récap parce qu'on va déborder un tout petit peu. On vous demande d'être indulgent. C'est un hors-série. Nous nous sommes laissés déborder un tout petit peu par le sujet. En fait, c'est vraiment, pour répondre à ma façon aussi à la question d'Hervé, je rejoins ce que tu disais là. Je pense, Hervé, que déjà, il y a une question de culture d'entreprise, de comment ça se fait dans l'entreprise. On sait que, par exemple, dans les entreprises qui ont une connotation très multinationale ou européenne, ne serait-ce que ça, le sujet est beaucoup plus libre. Alors que quand on est dans une entreprise ou même dans un service qui est très franco-français, ça peut être un sujet un peu plus tabou, un sujet qui peut être source de gêne pour le salarié aussi. Et donc, dans ce cadre-là, en fonction de la culture, peut-être que toi, tu vas décider. Si c'est une bonne nouvelle, c'est facile. La question ne se posera pas. Je rejoins ce que tu disais. Si par contre, c'est une nouvelle un peu où on se dit ça ne sera pas assez, ou j'ai pas les moyens de faire assez, ou j'estime que le regard que je porte n'est pas le même que l'attente que la personne a en face. Dans ce cas-là, sachant qu'il peut y avoir cet inconfort, en fonction de la culture d'entreprise, peut-être que le manager, à ce moment-là, va se dire « Ok, c'est à moi de prendre ma responsabilité sur le sujet et d'aborder la chose factuellement en ayant des motifs et en pouvant expliquer sa décision, sans se justifier, mais en pouvant expliquer sa décision. » Oui. Et là-dessus, en étant totalement factuel et en acceptant le degré de frustration. En acceptant le degré de frustration, en acceptant que je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, je ne peux pas être aimé, ce n'est pas ça mon rôle de manager. Et aussi en acceptant le fait que, que ça n'empêche pas, et au contraire même, que ça doit être soutenu par la valorisation très positive d'autres points factuels. Voilà. Voilà, je ne sais pas si ça répond complètement. Si ça ne répond pas complètement, Hervé, dis-le nous. On en fera un article beaucoup. On peut creuser. C'est un sujet qui peut être creusé, qui est beaucoup plus large. Donc, si ça ne répond pas complètement, on en fera un article vraiment sur la page LinkedIn. Mais là, il faut vraiment qu'on passe au récap parce que nous allons être, je reprends mon image de piste d'amé, nous allons être en sortie de piste si ça continue. Donc, pour revenir sur le récapitulatif de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Le livre blanc, vous allez voir, il est vraiment construit comme un guide de l'entretien avec des outils. C'est très, très, très dense et très complet. Vous allez voir ça. J'insiste dans ce récapitulatif, nous insistons sur le 360. Vous avez compris, nous, à la base, notre cœur, le cœur de ce qu'on aime apporter aux entreprises, c'est de la formation. Néanmoins, on a décidé de faire ce hors-série sur le 360 et de mettre en avant ce contenu-là, qui est le 360, parce que, personnellement, je pense qu'il est extrêmement sous-estimé dans le sens où quand on voit l'évolution dans les équipes, quand une équipe fait un 360, ou même, d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure, Jean-Claude, du fait qu'un manager, même quand il ne communique pas, il communique. Même quand j'arrive, je dis juste bonjour et je vais dans mon bureau, c'est interprété, je communique. Eh bien, on ne l'a pas dit, mais même en tant que manager, je peux faire un 360. Et je peux vous dire que vraiment, j'insiste là-dessus parce que je vois tous les mois chez les managers, chez les équipes, ce que ça change et ce que ça apporte quand on l'a fait. Et vraiment, c'est un outil qui est extrêmement sous-estimé. C'est vraiment un outil extrêmement efficace, extrêmement porteur, constructif. Et voilà, et c'est oui, c'est ça. Je trouve pas d'autres mots pour le dire, mais c'est vraiment sous-estimé dans ce que ça peut apporter à vous en tant que manager, à l'équipe, au fait de fédérer, au fait de créer une culture commune, au fait de créer de l'ambiance entre les personnes, etc., etc. Donc c'est pour ça que je trouve que là, pour le coup, ça vaut le coup d'insister lourdement là-dessus. Dans ce qui est à retenir aujourd'hui, Jean-Claude, est-ce que tu veux bien nous rappeler ce qui est à retenir sur ce que propose le 360 ? Alors, d'abord, c'est une analyse approfondie, comme vous le voyez. On ne va pas lire la diapositive, hein, mais c'est une analyse approfondie au sens où vraiment on va loin dans les résultats qui sont donnés. Le diagnostic est vraiment fiable, d'accord ? Et ça amène un tas de conséquences, et notamment par rapport à ce qu'on vient de dire sur l'argent, mais aussi sur l'engagement de la personne, son implication, son plaisir de continuer. On a tous besoin d'avoir de la reconnaissance, d'accord ? À un moment donné,
peut-être qu'on n'a pas travaillé, l'année n'a pas été favorable, on n'a pas travaillé comme on aurait voulu, etc. Mais il y a un tas de facteurs à cela, d'accord ? Mais il y a peut-être aussi quand même des choses positives, il y a des choses qui ont progressé. Et si on ne les voit pas, c'est décourageant. Ouais. Donc je dirais qu'un des mérites de ce produit, c'est vraiment ça, parce qu'on est strictement dans le comportement, il n'y a aucune évaluation, d'accord ? Ce n'est pas, on ne vous juge pas dans 360, on ne fait qu'observer et dire, en effet, je ne sais pas, moi, Isabelle, qui nous parlait tout à l'heure, eh bien, elle gère bien ses émotions lorsqu'on la contrarie, par exemple. Voilà. Elle ne réagit pas violemment, elle est capable, elle est capable d'entendre quelque chose de négatif et de le gérer. C'est une grande valeur, ce que je viens de dire. C'est d'une grande valeur, non pas le fait que je viens de le dire, mais ce dont je parle, à savoir gérer ses émotions, savoir ne pas laisser aller nos réactions qui vont mettre une ambiance désagréable dans l'équipe. C'est une énorme force. Et à côté de ça, l'année n'a peut-être pas été extraordinaire en termes de résultats parce que, eh bien, il y a au moins ça qui est reconnu, d'accord ? Donc, c'est vraiment important d'être simplement dans un constat, dans une observation objective, parce qu'elle est faite par plusieurs personnes, autant qu'on veut d'ailleurs. Et ce 360 peut d'ailleurs permettre des équipes dans lesquelles on parle français et anglais. Hein, s'il y a des bilingues, s'ils sont des gens à l'étranger, vous pouvez interroger les gens en français ou en anglais, peu importe. Tout le monde peut répondre. Et du coup, il y a un aspect de reconnaissance dans ce 360. Il y a un aspect d'objectivité. À partir du moment où plusieurs personnes disent que Isabelle ne s'énerve pas quand on la contrarie, eh bien, ça veut dire que c'est vrai. D'accord ? Et j'ajoute une chose, évidemment, c'est complètement confidentiel. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que chaque personne a répondu individuellement. Donc, ces personnes-là peuvent évaluer ces 63 comportements de façon complètement objective, pour pas que ce soit biaisé. Chaque personne ne sait pas ce qu'ont répondu les autres. Exactement. Aussi. Ni comment c'est analysé derrière ou comment ça vous est transmis derrière. Ouais. Je passe juste à la suite pour pas qu'on déborde trop. Donc, ce 360 feedback, qui offre cette analyse vraiment très, très, très complète. Chez RoboCoach Pro, on le propose à 240 € TTC pour le test et à 552 € TTC si vous souhaitez en plus un accompagnement avec un débrief par un coach. Voilà. Ce document-là qu'on vous présente maintenant, vous l'avez, vous allez pouvoir le télécharger. Vous avez tous les liens, là, si vous cliquez sur « Je veux une démo, en savoir plus », c'est ça. Évidemment, ça ne vous engage en rien. C'est si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, si vous voulez un échange avec nous pour creuser un peu le sujet, voir si ce serait pertinent dans votre situation, dans votre cas. Ça vous permettra d'avoir plus d'informations là-dessus. Ici, le petit ordinateur, vous avez un lien vers la vidéo YouTube sur notre chaîne YouTube qui parle de ce 360, qui vous le présente, qui vous en montre le fonctionnement précisément. Vous avez ici notre chaîne Webikeo, notre chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez des vidéos sur la méthode RoboCoach Pro et notre page LinkedIn sur laquelle toutes les semaines nous publions des tips, des trucs et astuces, les réponses à vos questions aussi. Et puis des outils sur un peu toutes les formations que nous proposons. Et en dessous, si vous souhaitez nous contacter. Merci. Est-ce que tu as fait quelque chose, Jean-Claude, ou est-ce que c'est bon pour toi et nous merci à tous. Merci à vous tous qui êtes encore avec nous, ça nous fait vraiment plaisir et nous espérons vous avoir été utile comme d'habitude. C'est notre vocation. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, merci Jean-Claude pour à nouveau la pertinence de tout ce que tu as pu apporter et puis de nos échanges. Le compliment. Et merci à vous tous pour vos questions, votre participation, pour vos retours. C'est toujours un grand plaisir pour nous ces moments de webinaire. Très bonne journée à toutes et tous et puis au plaisir peut-être d'échanger avec vous si vous nous contactez ou au plus tard lors du webinaire du 29 novembre. Très bonne journée à toutes. Vous avez apprécié ce podcast ? Abonnez-vous, likez et partagez-le. Retrouvez-nous sur YouTube, LinkedIn et sur robocoachpro.com. À bientôt pour un nouveau podcast ou en formation.